À mes futures petites filles, je suis tellement désolée de vous avoir laissé ce chaos. Nous avons essayé, en tant que mère, d'élever des hommes bons. Cela a été notre seul but depuis la nuit des temps. N'oubliez jamais qu'en tant que fille, on vous collera une étiquette. C'est archaïque. Cette étiquette drape un voile éthéré sur une vérité impossible, mais indéniable. Celle que les femmes vivent enfermées dans un monde d'hommes. Une fois par an, les anti-avortements font une démonstration de force au cœur du pouvoir, à Washington. Depuis la réélection de Donald Trump, les dizaines de milliers de manifestants de la Marche pour la vie sont accueillis en héros. À toutes les personnes si spéciales qui marchent aujourd'hui dans ce froid glacial, je sais que vos cœurs sont chauds et que vos esprits sont forts. Car votre mission est juste et très très pure. Forger une société qui accueille et protège chaque enfant comme un magnifique cadeau de notre Créateur. Merci de ne jamais perdre espoir et de ne jamais abandonner. Merci pour votre soutien extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Si le président n'est pas présent physiquement, tout l'état-major de sa nouvelle administration est au rendez-vous. C'est le plus grand rassemblement du monde. Pendant que le camp anti-avortement savoure sa victoire, les droits fondamentaux des femmes connaissent un recul sans précédent. Pour les Américaines, les États-Unis ne sont plus véritablement le pays des libertés. Celui-là, il était vraiment gros. Huxley, qu'est-ce que tu fais? Ne mouille pas tes chaussures, hein. Voici Oakley, qui a 8 ans, Zélie 6 ans et Huxley 4 ans. Ils sont nés d'un premier mariage. Elle, c'est Renly, ma dernière. Elle a 7 mois. Elle est la lumière au bout d'un très sombre tunnel. À cause de ce que m'a fait son père. Des actes pour lesquels il est poursuivi aujourd'hui. Renly est née d'un viol. Elle a vu le jour dans le Wisconsin, un État qui interdisait il y a encore quelques mois l'avortement, même en cas de rapport non consenti. Comme Paige, elles sont plus de 100 000 à avoir connu une telle grossesse, dans les États où l'IVG est désormais totalement interdite. Nul ne sait à ce jour combien de ces grossesses ont été menées jusqu'à leur terme, mais l'histoire de Paige est loin d'être un cas isolé. Oakley, la pizza est prête. Venez. Huxley. Les 3 premiers enfants de Paige sont en garde alternée, mais elle élève seule Renly.
Tu en as eu assez? Tu veux une autre cuillère? La jeune femme de 28 ans doit assurer seule la sécurité de sa famille. La procédure judiciaire qui vise le père de Renly est toujours en cours. Libéré sous caution dans l'attente d'un procès, il l'a déjà menacé à plusieurs reprises. J'ai peur de lui. J'ai besoin de cette arme pour me protéger, moi et ma famille. Parce qu'il m'a agressée à de nombreuses reprises. Il a menacé de me tuer. Il a aussi menacé des membres de ma famille. Et je le crois capable de mettre ses menaces à exécution. Pendant des mois, Paige a vécu sous l'emprise du père de son bébé. Des violences qu'elle a eu le réflexe de documenter. Ça, c'est quelques preuves des violences que j'ai subies. Sur cette photo, vous pouvez voir que j'ai des bleus sur tout le cou. Et vous pouvez aussi voir l'empreinte de sa main sur mon visage. Ça, c'est lui, qui a essayé de rentrer chez moi quand je n'étais pas là. Il s'énerve parce que la porte est fermée, puis il arrache la caméra de ma sonnette. Il m'a giflé, il m'a donné des coups de poing, il m'a étranglé, il m'a violée. Il m'a droguée plusieurs fois, sans mon consentement. Il a laissé ses amis. Participer aux abus. Tomber enceinte à la suite d'un événement violent, puis devoir prendre ce genre de décision, c'est la pire décision que j'ai eu à prendre de ma vie. Et ce choix, on me l'a en partie enlevé. Le fait que l'avortement était illégal dans le Wisconsin a eu un énorme impact sur ma décision de garder ce bébé. En 2022, la Cour suprême a révoqué une loi qui protégeait le droit à l'avortement dans tout le pays. Depuis, les États américains sont libres de l'interdire. L'Oklahoma fait partie des 13 États où il est totalement illégal, même en cas de viol ou d'inceste. Ma position sur l'avortement est simple. Je cherche à éviter la mort tragique d'un être humain. Je m'appelle Shane Jett, je suis le sénateur du district 17 et je suis républicain. Il y a plein de gens formidables, productifs et talentueux, qui ont une vie géniale et qui sont nés du viol, ou même de l'inceste. Tuer un bébé issu d'un viol n'efface pas le traumatisme du viol. En revanche, cela fait passer la mère du statut de victime d'un crime violent et horrible à celui de coupable d'un crime violent et horrible. J'exhorte ces femmes à ne pas choisir la mort. D'abord parce que ça ne ferait qu'ajouter le traumatisme d'enlever la vie à leur propre bébé. Et si on devait vraiment tuer quelqu'un, peut-être qu'il faudrait tuer le père. Il y a encore quelques années, cette position était considérée comme extrême au sein du Parti républicain. Aujourd'hui, elle est devenue la norme. Dans le sillage de Donald Trump, les élus de la droite religieuse ont pris les rênes du Parti conservateur.
On les appelle les nationalistes chrétiens. Le nationalisme chrétien est un mélange entre un conservatisme religieux et un conservatisme politique. Je m'appelle Andrew Whitehead, je suis professeur de sociologie à l'université de l'Indiana et j'étudie le nationalisme chrétien depuis plus de 10 ans. Ils veulent d'abord que leur vision de la foi devienne l'expression idéale de la chrétienté. Mais ils veulent surtout qu'elle façonne la vie civique et sociale du pays à tous les niveaux. Donald Trump adopte cette rhétorique parce qu'il sait à quel point elle est efficace pour mobiliser les gens. Et les deux parties sont très satisfaites aujourd'hui car elles obtiennent ce qu'elles veulent. Il est devenu président et eux peuvent faire adopter certaines lois qu'ils estiment conformes à leur vision de l'Amérique. 3 ans après l'entrée en vigueur des lois limitant l'avortement, certaines conséquences commencent tout juste à émerger. Même dans les États où il n'est pas totalement interdit. Je voudrais savoir à quoi elle ressemble. C'est quand je suis ici que je me demande comment, pourquoi. Elle avait 28 ans. Elle était pleine de vie. Pourquoi? Ma fille si innocente. Si les médecins avaient pratiqué un avortement en urgence, Amber serait toujours en vie. Regarde celle-là. C'était en Floride. Oui, en Floride. Et celle-là. Ses cheveux ont mis beaucoup de temps à pousser. Lui, c'est Messiah. C'était toute sa vie. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour lui. Il avait 6 ans quand elle est décédée. Il a 8 ans aujourd'hui. C'est un enfant, il traverse ça du mieux qu'il peut. Je ne sais pas vraiment ce qu'il ressent. Je peux vous dire à quel point c'est dur en tant que mère. Il peut vous dire à quel point c'est dur en tant que père. Mais Ils étaient très proches. oui, très proches. Très, très proches. 2 ans après le décès d'Amber, la famille Thurman est toujours en deuil. Impossible pour Shanette d'oublier cette nuit d'août 2022. Vers 1h45 du matin, ma fille Johanna m'a appelé pour m'informer qu'Amber était à l'hôpital. Elle m'a dit « Viens vite ». En arrivant là-bas, Amber m'a tout raconté. Elle m'a dit « J'étais enceinte de jumeaux, j'ai pris une pilule pour avorter et maintenant je me retrouve ici ». Amber veut mettre un terme à une grossesse non désirée. Elle décide alors d'avorter seule grâce à des médicaments, mais doit faire face à des complications. Lorsqu'elle se rend à l'hôpital, une infection sévère s'est déjà développée. Amber se tordait de douleur, elle a commencé à vomir et à pleurer. Et moi, je la rassurais. Je lui disais que tout allait bien se passer, qu'elle était au meilleur endroit et qu'il prenait soin d'elle. Elle est partie au bloc et je suis restée dans la salle d'attente.
L'opération devait durer 20 minutes, mais... C'était fini. En Géorgie, la nouvelle loi sur l'avortement prévoit des peines de prison pour les médecins qui pratiquent une IVG passé un certain délai. Seule exception, le danger de mort imminent pour la mère. Liza Park, l'avocate de la famille, est convaincue que les médecins ont attendu trop longtemps avant d'intervenir. Ils ont attendu près de 20 heures avant de pratiquer une intervention chirurgicale qui était vitale. On ne peut que penser que c'est à cause de cette nouvelle loi. Sinon, ce délai d'attente n'a aucun sens. Des mois après les faits, la commission d'enquête sur les décès maternels, un groupe de professionnels de santé nommé par l'État, a déterminé qu'Amber n'aurait pas dû mourir. Ces conclusions auraient dû rester totalement confidentielles, mais l'information a fuité. Sans cette source, sa mère, son père, toute sa famille n'aurait jamais su que son décès aurait pu être évité. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de cas similaires à celui d'Amber. Mais nous n'en aurons jamais connaissance. J'ai appris que tous les membres de la commission ont été renvoyés depuis. Je pense qu'ils ont été punis pour avoir révélé ces informations sur ma fille. Des femmes meurent à cause de ces lois. Je m'appelle Jeannette Leavitt, je suis professeure de droit à l'université de Tulsa. Nos taux de mortalité infantile et maternelle étaient déjà très élevés, mais nous observons une augmentation depuis les lois sur l'avortement. Et ça va s'accélérer car il y a un délai de 2 ans avant que les données ne soient publiées. De nombreux cas ont émergé au Texas, en Géorgie et ailleurs. Mais malheureusement, les États font tout ce qu'ils peuvent pour que ces affaires ne sortent pas. Il y a beaucoup d'États qui ne sont pas très coopératifs. Ils ont dissous les commissions d'enquête sur les décès maternels pour ralentir leur travail. Avec la suppression de la loi fédérale qui protégeait l'avortement, ils ont remporté une bataille, mais pas la guerre. Leur objectif est d'interdire totalement l'avortement aux États-Unis. Au cours des prochaines années, ils mettront tout en œuvre pour y parvenir. Les lois sur l'avortement ne sont que la partie visible de leur croisade. Car la quête de moralité des nationalistes chrétiens ne s'arrête pas là. Et les femmes en sont les premières victimes. Dans leur malheur, elles peuvent compter sur quelques anges gardiens. Susan Sharp est professeure de sociologie à l'Université de l'Oklahoma. Elle a consacré près de 30 ans de sa vie à l'étude de l'incarcération féminine. Depuis que l'avortement est interdit, le nombre de femmes poursuivies pour des crimes liés à leur grossesse a été multiplié par 6. Ce jour-là, la chercheuse a rendez-vous avec une détenue dans une prison de haute sécurité. Bonjour. Je suis Araceli. Bonjour Araceli, je m'appelle Susan Sharp et je suis chercheuse. Araceli, 26 ans, a été condamnée à 20 ans de prison dont 5 fermes pour consommation de drogue pendant sa grossesse. Si ça te va, je te propose de me raconter ton histoire.
Je savais qu'il fallait que j'arrête la drogue, que ce n'était pas bien pour le bébé. J'ai essayé de chercher de l'aide dans des programmes, mais je ne l'ai tout simplement pas reçu. J'ai accouché et 5 jours plus tard, j'ai quitté l'hôpital. Tu étais sobre à ce moment-là? Oui, Donc tu es sobre depuis la naissance du bébé? oui. J'avais des rendez-vous réguliers avec les services sociaux. Et à la sortie de mon 2e rendez-vous, j'ai été arrêtée pour négligence envers mon fils, 1 mois après sa naissance. Et comment va ton petit garçon? Il n'a aucun problème de santé. Il marche maintenant, il parle, il va très bien. Il n'y a pas eu de conséquences sur sa santé. J'étais une addicte quand je l'ai eu, c'est vrai, mais lui, il va très bien. En vertu de cette loi, l'État peut condamner Araceli même si son fils est en parfaite santé. La seule consommation de drogue suffit à la conduire en prison. Si vous êtes toxicomane et que vous tombez enceinte, l'issue la plus probable est la prison et la perte de la garde de votre enfant. Il s'agit de punir les mauvaises mères, et ce concept est très manichéen. Soit vous êtes une bonne mère, soit vous êtes une mauvaise mère. La réalité est toujours plus complexe, mais c'est devenu notre manière de penser. C'est dingue. Je crois que j'avais surtout besoin d'aide. J'ai grandi dans la rue, vous savez. J'avais surtout besoin d'aide pour arrêter. Mais je n'en ai jamais obtenu. Merci de m'avoir accordé du temps. C'est moi qui vous remercie. Les lois sur l'avortement et la criminalisation de la grossesse sont les 2 faces d'une même pièce. Nous observons une augmentation dramatique du nombre d'affaires depuis 2022. Et c'est parce que, dans les 2 cas, cela repose sur l'idée que le fœtus a des droits qui sont totalement égaux à ceux de la mère. Être enceinte et ne pas aller chez le médecin peut être un crime. Être enceinte et prendre un médicament qui pourrait causer des problèmes au bébé peut être un crime aussi. Donc en résumé, il suffit d'être enceinte et de faire quelque chose qui pourrait avoir des conséquences sur le bébé pour aller en prison. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que les femmes enceintes qui ont une addiction ont peur de se faire soigner aujourd'hui. Ces soins seraient pourtant très utiles pendant la grossesse, mais aussi après la naissance. Dans les États conservateurs, les mauvaises mères sont aussi punies bien après la naissance. Lorsque des enfants sont impliqués, la justice ne traite pas femmes et hommes sur un pied d'égalité. En 2006, une femme a été condamnée à 30 ans de prison pour ne pas avoir su protéger ses enfants. C'est une victime de violence conjugale qui a passé plus de temps en prison que l'homme qui l'a frappée. Elle a été condamnée à 30 ans, mais son compagnon qui a commis les violences n'a passé que 2 ans en prison. Ce 8 novembre 2019, Tony Hall retrouve sa liberté, après 15 années séparé des siens. Je suis très heureuse et très émue.
Qu'allez-vous faire en premier? Passer du temps avec ma famille. Franchement, on n'y croyait plus. C'est vraiment une surprise pour nous. Je remercie ma sœur. Elle a pris soin de mes enfants pendant tout ce temps. Toni Hall a pourtant été condamnée pour un crime qu'elle n'a pas commis. Des coups portés par son ex-conjoint sur leurs enfants. Désormais libre, Toni est devenue le symbole d'un système judiciaire misogyne. Son histoire est au cœur du prochain ouvrage de la sociologue Susan Sharp. Les deux femmes sont devenues amies en prison. J'ai commencé à donner des cours dans une prison pour femmes. La moitié de mes étudiants étaient des détenus et l'autre moitié venait de l'université. Et Toni s'est battue pour intégrer mon cours. C'est ça. Elle n'a pas été acceptée la première fois, mais elle y est arrivée. Et je connaissais son histoire. Alors quand je l'ai vue, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est Toni Hall ». J'avais 19 ans à l'époque et j'étais victime de violences conjugales. Un soir, j'ai demandé à mon ex-compagnon de garder les enfants pour que je puisse visiter une maison en secret, car je voulais le quitter. Le lendemain matin, j'ai vu mon fils boiter bizarrement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il ne fait jamais ça. Alors j'ai fini par l'emmener à l'hôpital pour enfants. Et là-bas, ils m'ont dit, on sait que vous lui avez fait quelque chose. Comment a-t-il pu avoir des côtes cassées? Et moi, j'étais sous le choc. J'ai dit, mais quoi? Je n'en ai aucune idée. Ensuite, ils m'ont dit que je ne pourrais plus revoir mon bébé. L'ex-compagnon de Toni plaide coupable pour les violences et passe 2 ans derrière les barreaux. Toni est condamné à 30 ans de prison en vertu d'une loi locale, le failure to protect, ou l'échec à protéger. Son crime, ne pas avoir su empêcher les violences commises sur ses enfants. J'étais triste, j'étais en colère. J'étais furieuse parce qu'ils l'ont laissé partir, lui. Ils auraient dû continuer d'enquêter et voir ce qui s'était vraiment passé. Quand le juge m'a condamnée à 30 ans, je me suis dit, je vais mourir en prison, c'est sûr, je vais mourir en prison. Je n'ai pas pu voir ma fille faire ses premiers pas. Elle n'avait que 3 mois quand j'ai été condamnée. Je n'ai pas pu voir mon fils remarcher. Je n'ai pas pu les voir entrer au collège, au lycée. Je n'ai pas pu assister à la remise de diplôme de mon premier fils. J'ai tout raté. L'idée derrière tout ça, c'est qu'une femme doit tout savoir sur ses enfants, que sa vie doit leur être entièrement dédiée et qu'elle doit toujours savoir si quelque chose ne va pas. Mais l'homme, lui, n'a pas cette responsabilité. Le cas de Toni a heurté la sensibilité de ce juge. Il n'aimait évidemment pas les femmes pauvres, les femmes noires, les jeunes mères, les mères non mariées, et la liste continue. Les choses ne vont pas dans le bon sens dans ce pays. Nous sommes en plein recul historique. Oui, parce que c'est en 2004 que j'ai été condamnée. Et c'est encore pire aujourd'hui. Merci. Prends soin de toi. Dans cette vision patriarcale et religieuse, les femmes ont la charge de l'éducation des enfants. Et si quelque chose se passe mal, ils considèrent que la mère est beaucoup plus responsable que le père. Parce que pour eux, ce pays est construit sur cette idée que les hommes sont l'idéal, qu'ils doivent diriger et que les femmes doivent être soumises. En Oklahoma, un quart des femmes condamnées pour failure to protect ont reçu des peines plus longues que l'auteur des violences.
la prison de haute sécurité de l'État, des centaines de détenus ont vu leur rôle de mère alourdir leur peine. Contente de te voir. Et ton nom, c'est? Christina. Ah, mais j'ai entendu parler de toi. On ne s'était jamais rencontrés. Grâce à Helen Stackable, une ancienne professeure de littérature anglaise, elles ont trouvé un espace d'expression. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous réfléchissions ensemble aux lois non écrites, puis nous parlerons des lois écrites. On commence par lesquelles? Les écrites. Les lois écrites? Non, commençons par les non écrites. Je me ravise, désolée. Quelles sont les lois non écrites lorsqu'on est une femme dans la société américaine? Faire des enfants et être au fourneau. Non, attendez, on se calme. Prendre soin des enfants. Ok, prendre soin. Quoi d'autre? Être soumise. Docile. Je vois la cause féministe disparaître à vue d'œil. Être une mère. Ok, être une mère. Être sans voix. Être sans voix. Surtout ne jamais être plus intelligente qu'un homme. Très bien. Maintenant, changeons de perspective et réfléchissons aux lois écrites. Pas nécessairement des lois qui ciblent les femmes, mais des lois qui, dans votre cas, ont peut-être été appliquées différemment en raison de votre genre. Le procureur a le pouvoir de décider arbitrairement des charges retenues contre vous. Ok, donc la loi écrite serait le pouvoir du procureur. Oui. Il y a 27 procureurs en Oklahoma. À votre avis, combien sont des femmes? Je dirais 2. Exact. Ok, d'autres idées? La disparité des peines selon le genre. Dans mon cas, mon co-accusé a écopé de 10 ans et moi de 20. Pour exactement le même chef d'accusation. La seule différence, c'est nos organes génitaux. J'approche ma 15e année en prison et lui, il est sorti déjà depuis 8 ans. Et à chaque fois que je fais appel, à chaque demande de libération anticipée, on m'a dit non. 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 Ashley Garrison a été condamnée pour négligence à l'âge de 19 ans. Elle était, elle aussi, accusée de ne pas avoir su protéger son bébé. Ma fille, Kyrie, elle avait 61 jours. Ils ont déterminé qu'elle était morte pour cause de sommeil partagé, de mort subie du nourrisson ou pour une raison inconnue. Le bébé est décédé dans le lit? Oui. Et elle a été étouffée? Oui, Zach s'est retourné sur elle pendant son sommeil. Le père? Oui, le père. Je n'étais même pas présente. Tu n'étais pas là? Non. À ce moment-là, je dormais sur un banc dans un parc parce que ma belle famille m'avait mise dehors. Ils ne m'aimaient pas beaucoup. Et j'ai été accusée de négligence. Plus précisément de non-assistance en matière d'hygiène et de salubrité. Je suis en prison parce que je n'avais pas ma propre maison. On m'a condamnée à 20 ans pour quelque chose dont je suis innocente. Et j'ai déjà purgé presque 2 fois sa peine maintenant. Ça n'a aucun sens. Désolée si j'ai plombé l'ambiance. Comme beaucoup de femmes dans son cas, Ashley a souffert des violences de son compagnon. Des mois avant la naissance de leur fille, la jeune femme a été victime de viol conjugal lorsqu'elle était enceinte.
Zach a commencé à se lasser de ma grossesse parce qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait sexuellement. Et puis, il a décidé qu'on devait faire de l'échangisme. Il faisait payer des gens pour coucher avec moi. Vous seriez surpris de voir combien de personnes sont intéressées à l'idée de coucher avec une femme enceinte. Un jour, j'ai eu une arme braquée sur moi parce que j'avais refusé quelque chose qu'ils voulaient me faire. J'ai fini par céder, parce qu'avoir une arme pointée sur vous, c'est terrifiant. Surtout quand on est enceinte de 7 mois. Et j'avais peur de lui. J'avais peur de sa mère. J'avais peur que mes enfants se retrouvent à la rue, sans nulle part où aller. J'étais si seule. Mère endeuillée, victime de violences conjugales, la justice de l'Oklahoma a pourtant réussi à faire d'Ashley une criminelle. Malgré plusieurs sollicitations, aucun élu républicain n'a souhaité commenter cette décision de justice. Je suis furieuse. J'ai le cœur en miettes. J'ai l'impression que notre système n'est qu'une mauvaise blague. Je suis innocente. Je ne suis plus que le numéro 62 44 77. Je ne suis plus Ashley Irene Garrison. Cet État, cet endroit, ce système veulent te briser et tout enlever. Mais je suppose que je suis trop têtue pour l'accepter. Je refuse. Je dirais que chaque femme que j'ai rencontrée en prison se sent stigmatisée. Et qu'à des degrés différents, elles sont toutes brisées. Certaines sont issues de milieux sociaux très défavorisés, de la pauvreté la plus extrême. D'autres ont juste commis une seule erreur et sont punies d'une manière qu'elles ne comprennent même pas. Alors nous offrons aux détenues un espace rassurant pour qu'elles puissent écrire sur leur traumatisme, sur leurs problèmes, mais aussi sur leurs joies. C'est un lieu où elles peuvent trouver leur propre voix et de l'estime d'elles-mêmes. Un endroit pour retrouver de l'espoir. Et de l'espoir peut naître le changement. Prenez un stylo. Je veux que vous pensiez à une fille ou une femme dans le futur. Ça pourrait être une nièce, une petite fille, votre propre fille, ou simplement une femme de la prochaine génération d'Américaines. Qu'aimeriez-vous lui dire? Qu'aimeriez-vous voir dans cette nouvelle génération de femmes? Chère femme noire, quand tu te réveilles le matin, peu importe ce que tu ressens. Même si les larmes coulent sur ton visage, regarde-toi longuement dans le miroir, redresse la tête et refuse d'être une victime. Ma plus grande joie dans la vie a été de devenir votre mère. Mais cette joie m'a été arrachée parce qu'on m'a accusée d'avoir échoué à vous protéger, alors que je travaillais pour subvenir à vos besoins. Aime-toi. Tu es belle, forte, intelligente et digne. Ne laisse jamais personne t'enlever cet amour. Relève-toi. Ta voix doit être entendue, jamais réduite au silence, jamais minimisée, jamais oubliée. Tu es précieuse. Il est essentiel de savoir qui tu es et de ne jamais t'en excuser. La couleur de ta peau ne te pénalisera pas, mais le fait que tu sois une femme, si. Et du courage face aux épreuves, tu n'es pas seule. Tu as non seulement les personnes autour de toi, mais aussi les ancêtres qui t'ont précédé.
Ce monde a besoin de femmes qui n'ont pas peur de faire bouger les choses et de dire ce qui doit être dit. Tout le monde devrait avoir quelqu'un qui dit la vérité dans sa vie. Sois cette personne. Alors vas-y, partage tes mots. Écris-les dans le ciel. Tu es la prochaine génération. Je t'aime plus que tout. Ta chère H. PS, je gagnerai toujours contre toi au laser game. Nous avons tendance à caricaturer les femmes. Nous avons créé un stéréotype autour de la maternité. Une mère doit être comme ça. Et si quelqu'un s'en écarte, elle ne devient pas juste une mauvaise mère, elle devient un monstre. Elle devient une personne horrible, qui ne mérite même pas de vivre. Et notre façon de la punir, c'est de l'enfermer. Et puis on ne veut pas voir ces prisons. Elles sont cachées. Allez dans n'importe quel comté et essayez de trouver où sont incarcérées les femmes. C'est presque impossible parce qu'on les cache. On assiste à un retour de la misogynie. Les hommes s'accrochent au pouvoir et essaient de remettre les femmes à leur place, comme dans les années 50, voire même avant. Dans cette Amérique puritaine, des pratiques d'un autre temps ont fait leur retour. Car une grossesse non désirée peut plonger certaines femmes dans le désespoir. Mon ami m'a donné des coups de poing dans le ventre. Nous avons essayé d'utiliser un cintre. J'ai essayé de boire des bouchons d'eau de Javel. Nous sommes allés dans les extrêmes parce que c'était inenvisageable pour moi d'avoir ce bébé. Je n'avais pas d'argent, j'ai tout essayé. Et je savais que c'était dangereux parce que j'avais lu des articles et tout ça, mais j'étais désespérée. Je ne sais pas ce que j'ai perforé ou ce que j'ai abîmé à l'intérieur, mais je me suis clairement fait du mal. Stéphanie vient d'apprendre qu'elle est à nouveau enceinte. Mère de 2 enfants et sans revenu fixe, elle ne souhaite pas poursuivre sa grossesse. Son calvaire ne fait que commencer. Bonjour, j'ai besoin d'aide pour un avortement. Allez sur la page pour prendre un rendez-vous. Si vous n'êtes pas une patiente, veuillez remplir le formulaire de contact. Nous vous répondrons bientôt. Ok, je suppose que je dois attendre une réponse. Veuillez remplir le formulaire. C'est là que ça commence à devenir stressant. Maintenant, je dois remplir tous ces questionnaires et le dire à tout le monde. Bonjour, ici Zélie. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je voudrais prendre rendez-vous pour un avortement. D'accord, madame. Connaissez-vous le premier jour de vos dernières règles? Le 11 septembre. D'accord, le 11 septembre. Et de quel état venez-vous? Du Texas. Ok, donc notre centre le plus proche au Nouveau-Mexique peut vous recevoir dès cette semaine, jeudi ou vendredi. Ou sinon, seriez-vous disponible la semaine prochaine, mardi, jeudi ou vendredi? Je n'ai pas encore eu le financement, donc je vais devoir aussi appeler pour ça. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, donc peut-être que mardi serait mieux, mardi prochain. En général, il faut environ 48 heures avant d'obtenir une réponse de la part des programmes d'aide. Vous êtes déjà éligible à l'aide de la Fédération nationale de l'avortement, ce qui permet de réduire le coût à $420, sans taxes ni frais cachés. Voyons voir. Et comme vous venez de Houston, il y a quelques autres programmes auxquels vous pourriez postuler, comme le Lilith Fund, le Cobalt Fund ou Fund Texas Choice. Donc je devrais quand même payer $400? Votre solde restant est de $420. À l'origine, c'était $600. Je ne peux rien payer de tout ça. Je peux vous demander comment vous calculez ça? Nous sommes 7 dans mon foyer et on n'a pas beaucoup de revenus. $400, c'est le prix de mon loyer. Vos revenus ne changent rien au montant de l'aide. C'est soit vous êtes éligible, soit vous ne l'êtes pas.
Et le montant a baissé cette année. Oh, je comprends. Vous avez une autre question? Non, c'est tout. Merci beaucoup. De rien, passez une bonne journée. À bientôt. Tu vois, ça me rend triste. Parce que ça coûte très cher. $600. Un programme peut couvrir $200. Maintenant, je dois appeler et postuler auprès d'autres associations pour obtenir le reste de l'argent. Mais ça, c'est juste pour la procédure. Je dois aussi trouver de l'argent pour un vol aller, un vol retour, un hôtel. C'est dur. Il y a des options, mais regarde ça. On doit voyager hyper loin. Voilà les endroits les plus proches. Le Nouveau-Mexique, il y a le Colorado. Je crois que l'autre option, c'était le Kansas. C'est où déjà? Je ne sais pas. L'État de Washington, c'est ridicule. C'est fou. Je ne comprends pas pourquoi tous ces États du Sud n'aident pas. Chaque année, plus de 170 000 Américaines sont désormais obligées de voyager pour avoir accès à une IVG. Pour nombre d'entre elles, le Kansas est devenu un État refuge. C'est là que le docteur Sandoval a choisi d'exercer son métier. Je suis née et j'ai grandi en Californie. Puis je suis venue ici, dans le Midwest, pour faire mes études de médecine. Quand j'ai senti que le vent allait tourner pour l'avortement, j'ai tout de suite compris que le Kansas deviendrait un endroit stratégique. Ici, nous sommes frontaliers de plusieurs États du Sud qui interdisent l'IVG. C'est l'endroit le plus proche pour de nombreuses femmes qui souhaitent avorter, et c'est pour ça que je suis revenue ici. Le docteur Sandoval est gynécologue obstétricienne dans une clinique du planning familial. Un organisme à but non lucratif, au cœur de toutes les tensions. Ces gens juste là sont des manifestants anti-avortement. Ils harcèlent les patientes. L'homme avec le mégaphone est là presque tous les jours. Un jour, il m'a dit « Quand tu étais enfant, tu savais que tu deviendrais une femme aussi immonde ?» Celle-là, c'est ma préférée. Mais la plupart du temps, il parle juste de mon âme et me dit que je finirai en enfer. Maintenant, j'attends que l'agent de sécurité vienne me chercher. Il est là, c'est James. James, comme tous les agents de sécurité de la clinique, est armé. Bonjour. On doit faire très attention à la sécurité du bâtiment en cas d'attaque à l'arme à feu. La dernière fois qu'un gynécologue a été assassiné, c'était ici, dans le Kansas, en 2009. Il s'appelait George Tiller. Les extrémistes anti-avortement essaient de nous intimider pour nous dissuader de venir travailler ici. En moyenne, la clinique accueille 35 patientes par jour. Les 3/4 d'entre elles viennent d'États où l'avortement est interdit. Par peur des conséquences, la plupart refusent de témoigner. Cette jeune Texane de 23 ans finit par accepter. Elle a parcouru 800 km pour venir jusqu'ici. C'est une décision difficile à prendre. Je suis déjà maman de 2 enfants qui ont moins de 2 ans. Je suis en couple, mais je les élève seule. C'est épuisant physiquement et mentalement. Je ne suis vraiment pas prête pour une autre grossesse. Et où sont vos enfants? Ils sont avec ma mère. Elle ne sait pas que je suis ici. C'est un secret que je vais devoir garder. Ça va être dur pour moi, car je ne pourrai en parler à personne. Bonjour, je suis le docteur Sandoval. Comment allez-vous?
Je vais couper le son et tourner l'écran. Ça vous va comme ça? Je me sens un peu paralysée, stressée, effrayée. Je ne veux rien voir et rien entendre. Ça me ferait me sentir coupable. Le voyage rend les choses difficiles. J'ai dû payer l'avion et ma mutuelle ne prend rien en charge, car c'est une mutuelle du Texas. Ça me coûte près de $2000 en tout. C'est beaucoup d'argent pour moi. Je suis femme au foyer, je ne travaille pas. Malheureusement, je vois des cas comme ça tous les jours. 75% de mes patientes viennent du Texas ou de l'Oklahoma. En moyenne, ça leur prend entre 6 et 9 heures de voiture pour venir jusqu'ici. C'est consternant. La santé ne devrait pas dépendre de l'endroit où vous vivez. Tout le monde devrait y avoir accès, mais ce n'est plus le cas aux États-Unis. On fait tout ce que l'on peut, mais on est limité par le temps, le personnel. Malheureusement, nous n'arrivons à traiter que le quart des patientes qui nous appellent. À l'extérieur du bâtiment, deux Amériques s'affrontent. Les militants anti-avortement tentent d'arrêter les véhicules pour les dissuader d'aller plus loin. Mais des contre-manifestants sont là pour les en empêcher. Ne vous arrêtez pas, ce sont des manifestants. Vous pouvez me parler, j'ai des informations pour vous. L'avortement est un meurtre. C'est ce qui se passe dans ce bâtiment. C'est ce que ces gens font. Dieu nous a créés à son image. Il nous commande de lui vouer un culte. Occupe-toi de tes oignons, Clifton. Nous sommes tous des esclaves. Occupe-toi de tes oignons, du grand maître. Les opposants sont présents chaque jour devant la clinique. Certains sont rémunérés par des organisations religieuses, comme ceux qui portent des vestes oranges. D'autres viennent ici sur leur temps libre. Dieu nous dit de ne pas tuer. Une femme enceinte porte la vie. Alors j'appelle ces femmes à ne pas assassiner des enfants. On peut les aider. Peu importe leur situation, il y a forcément une solution et avorter n'est pas la bonne. On préfère que les parents changent d'avis et assument leur rôle de parents. Mais s'ils ne veulent pas le faire, nous adopterons les enfants. Et s'il y a autre chose, je veux dire, les gens évoquent un tas de raisons. L'argent, ce n'est pas un problème. Venez nous en parler. Ou alors on pourrait dire que ton Dieu n'existe pas et que tu pourrais te casser d'ici. Le mouvement anti-avortement est puissant et très organisé. Juste en face du planning familial, ils ont financé un centre qui ressemble en tout point à une clinique. Selon cette volontaire pro-IVG, cette stratégie a déjà induit en erreur de nombreuses patientes. Quand des femmes arrivent ici, la première chose qu'elles voient, c'est ce panneau qui indique « Information sur l'avortement » et cela crée de la confusion, car elles pensent être au bon endroit. On appelle ces lieux des centres de grossesse non désirés. Ils sont anti-avortement. Ils proposent un accompagnement et des renseignements sur l'adoption. Toutes sortes d'alternatives pour convaincre les femmes de ne pas avorter. Ce centre a refusé toute demande d'interview. Mais il en existe près de 4000 comme celui-ci à travers le pays. Soit 4 fois plus que des cliniques qui pratiquent l'avortement. Pour comprendre ce qui se cache derrière ces murs, il faut utiliser une caméra cachée. La consultation est sans rendez-vous et totalement gratuite. Aujourd'hui, nous allons discuter des différentes options qui s'offrent à vous. Commençons par l'avortement. Ce document présente les complications et les effets indésirables potentiels. Il peut y avoir des saignements importants, une infection, un avortement incomplet, des nausées, des vomissements, la diarrhée, de la fièvre, des frissons et des étourdissements. Après avoir listé toute une série de risques liés à l'avortement, cette conseillère évoque progressivement des alternatives. Que savez-vous de l'adoption? Pas grand-chose. Je ne sais pas comment ça marche. Voici un document qui présente les différents types d'adoption.
Le premier, c'est l'adoption ouverte. Chaque partie aura un moyen de contacter l'autre. Et vous garderez un contact avec votre enfant. Libre à vous d'en définir la fréquence. La plupart du temps, les familles adoptantes proposent de payer tous les frais médicaux liés à la grossesse. Et si cette option vous intéresse, sachez que nous sommes aussi une agence d'adoption habilitée. Derrière les croyances religieuses se cache aussi un business. Après avoir convaincu des femmes de garder leur bébé, ce centre propose des services d'adoption. La procédure est facturée près de 20 000 € aux familles adoptantes. Seule une fraction de ces fausses cliniques bénéficie du statut d'agence d'adoption. Mais toutes proposent de faciliter les démarches. C'est un conflit d'intérêts évident, mais ces centres sont très peu réglementés car ce ne sont pas de véritables cliniques. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'ils reçoivent beaucoup d'argent public. En tant que contribuable ici en Oklahoma, une partie de mon argent sert donc à financer ces centres anti-avortement. Dans le Wisconsin, avorter est de nouveau légal. Mais pour de nombreuses femmes, il est déjà trop tard. Dans les prochains mois, Paige, cette mère qui a dû garder son bébé suite à un viol, va tenter d'obtenir justice devant les tribunaux. Aujourd'hui, je dois faire garder les enfants. C'est un jour important, car c'est l'audience de mise en accusation. Il a 22 chefs d'inculpation contre lui. Nous allons voir s'il plaide coupable ou non. S'il plaide non coupable, il y aura un procès, et je pense que c'est ce qu'il va faire. Ce jour-là, l'audience doit se tenir en visioconférence. L'oncle de Paige est venu lui apporter son soutien. Hey Kurt. Salut Kurt. Comment ça va? T'es prêt? Je suis stressée. Parce que je regarde cette date sur le calendrier depuis qu'elle a été fixée. J'ai beaucoup redouté ce moment. Mais je dois continuer à aller de l'avant, même si c'est épuisant. Veuillez m'excuser pour le retard. Et il s'agit donc de l'audience de mise en accusation après la tenue des audiences préliminaires. Votre client et vous-même avez bien reçu le dossier? Votre honneur, nous avons bien lu le dossier. Nous renonçons à une lecture formelle et nous plaidons non coupable pour tous les chefs d'accusation. Bon, il va rien lâcher. Ouais. Il cherche à gagner du temps. Il essaye de faire traîner la procédure. Et c'est pas une bonne nouvelle. Ce type est fou.
Et elle n'est pas en sécurité tant qu'il est en liberté. Face à la déferlante conservatrice initiée par Donald Trump, certains élus sont entrés en résistance. Le démocrate Andy Fugate est député de l'Oklahoma, un État aux mains des républicains depuis des décennies. Bienvenue dans la Chambre des représentants de l'Oklahoma. Voici mon bureau, d'où je travaille lorsque nous sommes en séance. Il y a 20 membres de la Chambre qui sont des démocrates. Ce sont ces sièges juste ici. Et si vous vous tournez vers le reste de cette chambre, vous verrez 81 sièges pour les républicains. Lorsque vous êtes en grande minorité, je ne vous cache pas qu'il est assez difficile de faire voter vos lois, puis de les faire approuver par le gouverneur. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de me battre. Pour la deuxième année consécutive, le député va tenter de réformer une loi héritée du passé. Andy Fugate veut interdire tout mariage avant l'âge de 18 ans. Je présente une loi qui veut mettre fin au mariage des enfants dans l'État de l'Oklahoma, parce que la loi actuelle ne fixe aucune limite d'âge pour se marier. Les nationalistes chrétiens veulent à tout prix qu'une jeune fille qui tombe enceinte puisse se marier. Et si elle est mineure et que la personne qui l'a mise enceinte est majeure, ils ne veulent pas que la loi les empêche de la marier à son violeur. Et j'utilise le mot viol à dessein, car aux yeux de la loi, avoir des relations sexuelles avec un mineur relève du viol, qu'il y ait consentement ou pas. En moins de 20 ans, 8000 mariages impliquant des mineurs ont ainsi été prononcés en Oklahoma. Les élus républicains ont pourtant déjà censuré la proposition de loi du député. Bas les pattes. Ne vous mêlez pas du Saint-Sacrement du mariage. Pendant la Révolution, on disait « Nous n'avons aucun roi à part Jésus ». Ça veut dire que nous avons rejeté le droit du roi George de nous gouverner. C'est une idéologie fondamentale aux États-Unis. Nous ne croyons pas au roi. Nous croyons en Dieu qui nous donne nos libertés, et le gouvernement est là pour préserver ces libertés. Si le gouvernement commence à imposer sa volonté en violation de nos libertés, nous avons le droit, grâce au deuxième amendement, d'utiliser la force létale pour le tenir en échec. Vous comprenez ? Si le gouvernement dépasse les limites, nous avons le droit dans nos documents fondateurs de prendre les armes pour l'arrêter. À l'image de l'Oklahoma, 37 États américains autorisent toujours le mariage des mineurs. Au total, plus de 300 000 cas ont été documentés depuis l'an 2000. Dans 90% d'entre eux, il s'agit d'adolescentes mariées à des hommes majeurs. C'est le cas de Lily. À l'époque, j'avais 16 ans et lui en avait 53. C'était le 20 septembre 2020. Cette photo a été prise 5 jours après mon mariage. Je me suis mariée le 15 septembre 2020. Quand je me vois maintenant, je me dis que je n'avais aucune idée de ce qui se passait, ni de ce qui allait arriver. C'était avant que les choses tournent mal. Je me souviens du jour où je lui ai dit que j'avais 16 ans. Il a eu une réaction un peu du genre
Mais ensuite, il a dit « ce n'est pas grave ». Il savait que c'était illégal, mais ça ne lui importait pas. Mon père avait une petite amie. Ils m'ont fait asseoir à table et ils m'ont dit « si tu ne l'épouses pas, alors il ira en prison ». Alors je l'ai épousé. À l'époque, mon père et moi n'avions pas une bonne relation parce que ma mère venait de décéder. Et après ça, toute ma famille s'est plus ou moins dispersée. Je pensais prendre une bonne décision. Je pensais peut-être trouver de la sécurité, du réconfort, une certaine stabilité, quelque chose qui me manquait à l'intérieur à cause de la mort de ma mère. Avec le recul, je crois que j'étais juste perdue. La loi de l'Oklahoma requiert l'accord des parents. Le père de Lily donne sa bénédiction. Pour l'adolescente, c'est le début d'une relation sous emprise. Je n'avais aucune indépendance. Nous faisions tout ensemble. Si je me comportais comme une enfant, ce que j'étais d'ailleurs, et que par exemple j'essayais de sortir avec mes amis de 16 ou 17 ans, il se mettait en colère contre moi. Il me disait que je traînais dehors alors que je devais être à la maison. Petit à petit, j'ai commencé à me dire « je dois quitter cet homme, sinon il va me tuer ». Parce qu'il devenait incontrôlable quand il buvait. Au point d'entrer dans une rage folle. Il me poussait de toutes ses forces. La plupart du temps, il me faisait tomber à terre. Il me battait. Il a essayé de m'étrangler plusieurs fois. Parfois, lorsque nous avions des rapports sexuels, je pleurais parce que j'avais l'impression d'être agressée physiquement. Après 2 années de souffrance, Lily trouve la force de divorcer à l'âge de 18 ans. J'espère que les législateurs vont réformer cette loi. S'ils ont des enfants, j'aimerais leur demander comment ils se sentiraient si un homme de 53 ans voulait épouser leur fille. Parce que je ne pense pas qu'un parent, un bon parent, autoriserait cela. Je pense que les enfants ne devraient pas se marier. Peu importe ce que l'enfant dit ou ce qu'il pense savoir, il n'est pas assez mature. Moi, je ne l'étais pas. Mais personne n'est intervenu pour me dire « ça va te faire du mal ». J'ai dû le comprendre toute seule. Mon histoire pourrait être celle de quelqu'un d'autre. Et je ne veux pas qu'un autre parent dise à son enfant « oui, tu peux te marier ». Je pense que cette loi doit vraiment être changée. Les chances sont minces. Le projet de loi doit d'abord passer par une commission, puis il est soumis à un débat en séance. S'il passe ces 2 étapes à la Chambre, il ira ensuite au Sénat. Si les 2 chambres sont d'accord, alors le projet sera envoyé au gouverneur. Et il y a beaucoup d'incertitudes quant à son soutien, car il a ses propres penchants nationalistes chrétiens. Mais, vous voyez derrière moi, j'ai un attrape-rêve. Les gens me demandent pourquoi je l'ai accroché au mur de mon bureau. « Tu dors ici ?» Et je leur réponds « non ». Un homme doit rêver grand, surtout quand il n'appartient pas à la majorité, vous savez. Et cela me rappelle que je dois être ambitieux pour attraper mes rêves. 4 États américains ne fixent toujours aucune limite d'âge pour le mariage. La plus jeune mariée des États-Unis.
n'avait que 10 ans. Deux ans après les faits, Paige est toujours dans l'attente d'un procès. Par peur des représailles de son ex-compagnon, elle a déménagé chez un proche, dans une maison isolée au cœur de la forêt. Tu veux un goûter? Zélie, tu as un 3? Mais ce n'est pas un 3, ça. Je passe mes journées assises ici, à m'occuper de mes enfants, à regarder par la fenêtre, à m'assurer que les portes sont verrouillées, à toujours surveiller derrière moi. Il est dangereux et j'ai peur. D'une certaine manière, je suis encore sa prisonnière. Il manipule le système judiciaire et j'ai l'impression que ma famille et moi ne comptons pas pour la justice. Je me sens insignifiante. En fait, je ne me sens pas reconnue. Je me fais du souci pour ma fille. Est-ce que les gens vont l'accepter? Est-ce qu'elle va s'accepter elle-même? Honnêtement, je ne sais pas encore comment et quand lui dire. Mais je pense que ce sera à moi de lui annoncer. Elle doit savoir qu'elle sera toujours aimée. Même si elle est l'enfant d'un viol, même si elle est née de la violence, elle est et elle sera toujours aimée. Le procès du père de Renly doit avoir lieu dans quelques mois. En attendant le verdict, Paige et ses enfants n'ont d'autre choix que de vivre cachés. J'ai vraiment peur de ce qui va arriver ces 4 prochaines années. Ça me fait peur pour moi, pour ma fille. Ça me fait peur pour mes petits-enfants. Et ça m'effraie pour les femmes en général. Récemment, aux États-Unis, certains nationalistes chrétiens, des pasteurs notamment, ont évoqué l'idée d'abroger le droit de vote des femmes. Et si on regarde l'histoire des États-Unis, c'est par là que tout a commencé. Seuls les hommes blancs propriétaires terriens avaient le droit de vote. Et certains considèrent cela comme un retour aux origines et à la volonté de Dieu. Protégez le droit des femmes. Les démocrates nous disent « Vous imposez vos croyances aux autres ». Et moi, je leur réponds « Est-ce que Dieu est au-dessus de l'État ?» Tout Américain ayant étudié l'histoire et les documents fondateurs des États-Unis devrait répondre « Oui », sans équivoque. Les femmes ont fait énormément de progrès entre 1970 et 2020. Et maintenant, tout cela est en train d'être remis en question. Cela m'inquiète car ces législateurs ne se soucient pas de l'impact à long terme de leurs décisions. Nous n'allons pas abandonner, même si nous ne remportons que des petites victoires. Et pour moi, ça veut dire être présente auprès de ces femmes qui comptent dans notre monde. Nous allons probablement atteindre un seuil critique très bientôt, du moins je l'espère. Et ça va devenir tellement ridicule que les gens commenceront à résister.
Il y a un mouvement puissant pour protéger les droits des femmes. Et je veux croire que notre pays retrouvera sa place d'avant et que nous en sortirons encore plus forts.